Connaissez-vous Guy Spear? Guy Spear est un value investor assez suivi côté anglo-saxon. Il dirige le fonds Aquamarine, environ 400 millions de dollars. Et notre ami du jour a publié un article dans Bloomberg titré que selon lui, c'est la fin du value investing et que l'âge d'or de cette discipline serait derrière nous. La conclusion étant, s'il a raison, que tout ce qu'on fait et toutes nos tentatives d'acheter des actions en bourse, eh bien tout ça ne servirait désormais plus à rien pour aller chercher du rendement. Voilà, donc on va essayer de se rassurer et regarder ce qu'il a à nous dire. Snowball.fr. Alors, notre ami Guy Spear, c'est lui. C'est un investisseur, alors je vous lis un résumé grok en 30 secondes. Guy Spear est un investisseur value zurichois d'origine suisse, allemande, israélienne, né il y a 59 ans, diplômé Oxford, blablabla. Il gère 400 millions avec le fonds Aquamarine et il est adepte d'une approche long terme axée sur la valeur intrinsèque des entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire en 3 mots? Ça veut dire que notre ami Guy Spear, sa spécialité, c'est de faire des analyses d'entreprise pour essayer d'avoir un avis sur les bénéfices futurs. Les bénéfices futurs étant quelque chose qui revient aux actionnaires, soit par du réinvestissement, soit par de la distribution en dividendes, soit par du rachat d'actions. Si j'en ai oublié un, vous me le mettez en commentaire. Donc ces bénéfices futurs revenant aux actionnaires dans le futur, faut avoir un avis là-dessus et vous en déduisez un prix dans le présent avec la formule des intérêts composés. Ce qui vous permet de vous dire, voilà, moi en fonction de ce que je pense de ce que va cracher Coca-Cola dans les années futures, si aujourd'hui je le paye 45 €, je serai très content parce que je ferai 8% de rendement avec Coca-Cola. Donc ça, c'est ce que fait un value investor. Et puis après, il attend que Coca-Cola soit à 45 € ou dollars, parce qu'en ce moment, Coca-Cola est plutôt à 68 $. Et si on l'achète à 68 $, eh bien, on fait 3% de rendement. On n'a pas nos 8% qu'on a calculés. Voilà la discipline de Guy Spear. Guy Spear étant par ailleurs collègue avec Monish Pabrai. On reviendra aussi sur Monish Pabrai plus tard. On va essayer de comprendre son histoire de justement la fin du value investing que je viens de vous expliquer, à savoir que calculer un prix qui vous assure un rendement intéressant, en fait, selon lui, si c'est la fin, c'est que ce prix, vous ne le verrez jamais, le marché ne vous l'offrira jamais, parce que le marché serait soit trop efficace, on verra ce qu'il en est. Donc l'article en question, évidemment, il est privé, donc je vous en ai fait un résumé avec Grok, et on va regarder tout ça. Je vais vous donner suffisamment d'infos. On va essayer de faire en sorte que la chaîne ne saute pas. Par ailleurs, ça serait très sympa de votre part si vous m'aidez à passer les 1000 abonnés en cliquant sur le bouton d'abonnement. Je vais pouvoir accéder à ce qu'on appelle la monétisation. Donc un grand merci à vous si vous vous abonnez sur cette vidéo pour me filer un petit coup de main. Donc quelle est la thèse de notre ami Guy Spear dans son article Bloomberg? Grosso modo, en fait, il vient mentionner deux moments clés sur lesquels il a considéré perdre son avantage compétitif personnel. C'est que lui, en fait, il a commencé il y a longtemps, et ça fait 30 ans qu'il est value investor, et qu'une partie de son analyse des bénéfices futurs d'entreprise incluait de l'investigation de terrain façon journalistique. Donc ça, c'est exactement ce que vous voyez dans des reportages sur France 2, la cache investigation. C'est vraiment d'aller voir les locaux des entreprises, parler avec les employés, avoir de l'info qui avant était inaccessible et qui aujourd'hui, les gens parlent de leur boîte sur YouTube et compagnie. Donc lui, en plus des rapports financiers, il faisait une enquête de terrain façon journalistique. Ça lui donnait un avantage qu'il a perdu à partir du milieu des années 90 avec l'arrivée d'Internet. De plus en plus de gens ont eu accès à l'information et à l'investigation de terrain, y compris à distance. Donc ensuite, évidemment, il parle de l'IA. Ce qui est très intéressant selon lui avec l'IA, c'est que vous pouvez accélérer votre quantité de recherche, la manière dont vous synthétisez les recherches que vous faites sur les entreprises.
Et je suis content d'avoir son retour là-dessus parce que moi je le fais beaucoup et je ne savais pas la qualité que ça avait. Et Guy Spire nous confirme que pour lui, demander à l'IA comme un assistant d'analyse de digérer les rapports pour vous et de discuter avec elle sur ces rapports, eh bien, il estime, alors il faut que je le retrouve, voilà, donc il dit dans son article, les LLM remplacent les analystes juniors à moindre coût et avec une efficacité supérieure. Voilà, donc il faut considérer l'IA comme un assistant débutant qu'il faut guider, mais que son retour et les retours qu'il vous fera seront supérieurs à cet analyste débutant que vous auriez dû recruter au préalable. Et les gestionnaires de hedge funds historiques, hein, les Soros, les Si, les Mela et même lui, en fait, ils perdent de leur aura et de leur avantage compétitif parce que l'analyse pointue et aussi la masse, la quantité de travail pour traiter cette analyse devient universellement accessible à tous. Alors moi, je vous donne un exemple en 30 secondes sur comment je m'en suis servi récemment pour faire une grosse transaction qui était pour le coup à la vente. J'avais acheté il y a 3 ans British American Tobacco parce qu'elle était très fortement décotée et je voulais au moins ce rattrapage de valeur. Mais je pensais la garder sur le long terme parce qu'une fois que vous avez rattrapé la valeur, après l'entreprise, elle va croître de son retour sur capitaux, quoi. Donc moi, elle a rattrapé la valeur. J'ai fait un bon 60% entre la décote valeur et le prix du marché actuel qui est revenu à quelque chose de plus cohérent par rapport à ce que cette entreprise gagnait. Donc elle faisait 10% de dividendes quand je l'ai acheté et maintenant si vous l'achetez vous faites 3% de dividendes. Donc elle s'est rationalisée, mais je pense qu'elle ne va pas aller plus loin. Et comment j'en suis arrivé à cette conclusion? Parce que j'ai demandé à l'IA, voilà, je lui ai dit écoute, quel sera selon toi le chiffre d'affaires de British American Tobacco dans 5 ans, la question étant que je lui ai donné plus d'infos et je lui ai donné le rapport et je lui ai synthétisé mon souci personnel qui était que British American Tobacco perd énormément de clients sur le tabac classique, les combustibles, et tant mieux, parce que c'est ce qu'il faut. Et le pari de long terme, c'était que cette entreprise arrive à remplacer ça par les alternatives sans combustible, donc vapeur, les pouches vélo et compagnie, on ne rentre pas dans le détail. Et donc vous avez 2 segments, il y en a un qui est en décrue et un qui est en montée. Et je lui ai demandé, je lui ai dit voilà, ça c'est la théorie, c'est ce que l'entreprise veut faire. Analyse le rapport et dis-moi où ils en sont de ce renouvellement de leur business historique. Et puis il m'a sorti tous les chiffres en me disant malheureusement, le déclin est de 5 à 10% sur les cigarettes traditionnelles. Malheureusement pour British American Tobacco, tant mieux pour tout le monde. Et le remplacement par les nouveaux produits, eh bien, ça ne compense pas. Voilà, ils ont du mal à compenser le déclin. Et il y a une partie de la compensation qui est faite par l'augmentation du prix des cigarettes. Donc le business est en train de péricliter. Donc je ne peux pas avoir un avis positif sur ce que sera le chiffre d'affaires ou le bénéfice dans 5 ans. Et donc à 3% de rendement maintenant, c'est plus intéressant, il ne va rien se passer, voire ça va se mettre à décliner, voire à couper le dividende dans quelques années. Et voilà, j'ai fait mon rattrapage de valeur et je décide de vendre. Et ça, je l'ai fait en à peu près autant de temps que ce que je viens de mettre à vous le raconter. Voilà, c'est ça, la révolution dont vous parle Guy Spire, c'est que ça va beaucoup plus vite. Je n'ai pas compris si Guy Spire estime qu'il a perdu son avantage vis-à-vis du marché, parce que Guy Spire, lui, évidemment, il a des gens auxquels il promet de gagner de l'argent par rapport au marché qui historiquement fait plutôt du 8-9%. Donc est-ce qu'il nous a fait un argumentaire sur le fait que ça sera vraiment plus possible de battre le marché? Ou est-ce qu'en fait son argumentaire va plus loin, ça s'était pas précisé, sur le fait que toute cette efficacité qu'il vient de repérer va aussi comprimer le marché? Parce que si vous n'avez pas de raison d'avoir de l'avantage par rapport au marché, en fait le marché lui-même n'a pas de raison d'avoir de l'avantage par rapport au taux sans risque. C'est quand même ça la théorie des marchés efficients. Et puis il y a un deuxième paramètre où là je suis pas du tout d'accord avec lui et ça m'a un peu interpellé vis-à-vis du fait qu'il a mis en avant qu'il était très adepte et disciple de Warren Buffett. Il y en a beaucoup, je suis pas le seul, mais lui-même a dit qu'il a commencé comme ça avec Benjamin Graham
chapitre 8 et chapitre 20 de The Intelligent Investor, et les enseignements partagés de Warren Buffett. Le souci, c'est que Warren Buffett vous explique ça depuis 60 ans. Voilà. Donc il le sait très bien, Guy Spire. Warren Buffett, il vous explique que vous n'êtes pas censé trouver une affaire et que lui-même en a trouvé une bonne environ tous les 5 ans, qui s'est très souvent trompé. Il en a trouvé une bonne tous les 5 ans, voire une excellente 3 ou 4 fois dans sa carrière, une poignée, et qu'il n'a pas beaucoup eu de succès en fait dans ses choix. Par contre, ces quelques gagnants ont été des gagnants qui ont dynamité sa performance historique et l'ont porté là où il en est. Et comment a fait Warren Buffett pour faire ça? C'est Charlie Munger qui l'explique très bien. Ils ont attendu, voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que oui, en fait, tu n'es pas censé trouver une action qui te promet de manière sûre et certaine, sans aucun risque, du 10% de rendement aujourd'hui. Coca-Cola, si elle était cotée à $40, serait une excellente affaire, mais elle est cotée à $68. Voilà, donc on ne trouve pas de l'argent gratuit en bourse, on ne trouve pas du rendement sans risque en bourse. Par contre, Coca-Cola à $40, ça arrive, mais ça arrive pas souvent. Et voilà, l'enseignement historique de Warren Buffett et Charlie Munger, c'est que tu n'as jamais été censé trouver ça au coin de la rue. Tu es censé analyser quelles sont les entreprises exceptionnelles, constituer ta liste de tes 10 entreprises favorites que tu aimerais détenir dans ta vie, et une fois que tu as constitué cette liste, pour chacune des entreprises, tu as fixé un prix, disons $45 pour Coca-Cola, histoire d'avoir, j'en sais rien, quoi que ce soit, au-dessus du rendement du marché. Après, il faut attendre que le marché te propose ce prix-là. Et ça arrive, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça arrive. Par contre, ça arrive une fois tous les 15 ans. Mais voilà, c'est ça le vrai value investing. C'est pas croire qu'on a l'avantage sur les autres et tous les jours trouver une nouvelle idée et tous les jours trouver une idée à acheter où on pense qu'on a été plus malin que les autres. Non, c'est trouver les meilleures idées, ne pas les acheter parce qu'elles ne sont pas au bon prix, et ensuite aller promener son chien et attendre que le marché vous propose ces prix-là. Et qu'est-ce que vous faites en attendant? Vous achetez de l'ETF ou vous achetez du taux de rendement sans risque comme Monsieur Tout-le-Monde. Par contre, le jour où vous avez votre Coca-Cola, comme en 2008, avec un dividende à 8% de rendement et un rendement de l'action à 12%, vous prenez, ça c'est la deuxième recommandation de Warren Buffett et Charlie Munger, faut pas se sucer le pouce quand l'opportunité se présente, faut y aller à fond, et historiquement, ils ont mis parfois jusqu'à 50% au début de leur carrière sur ce genre d'opportunité et de configuration exceptionnelle. Et puis, tout récemment, ils étaient quand même montés parfois à des 10% de leur multimilliards en investissement sur des Apple ou sur des Coca-Cola dans les années 90. Voilà, donc ceci arrivera encore. Il n'y aura pas d'efficience de marché là-dessus parce que les cassages de gueule en bourse ne proviennent pas de panique, ils proviennent de vente, parce que dans le marché, il y a du levier. Voilà, il y a des gens qui investissent avec de l'argent emprunté. Et quand vous avez une vraie crise, vous constaterez, on n'en a pas vécu depuis très longtemps, que tout se casse la gueule. L'or se cassera la gueule, le bitcoin se cassera la gueule, les actions se casseront la gueule. La raison étant que tous ceux qui sont dans le marché avec de l'effet de levier, ils ont un compte qui s'appelle un compte de marge. Et quand leur position arrive à ce qu'on appelle l'appel de marge, parce qu'ils n'ont plus assez de réserves de cash pour justifier le levier de leur position, et s'ils ne peuvent pas rajouter de l'argent pour reconstituer de la marge et maintenir leur position est vendue automatiquement. Et c'est ça qui fait l'accélération à la baisse. Et c'est ça qui fait que l'or baisse aussi, puisque ces gens-là, ne voulant pas dénouer leur position, que font-ils? Ils vendent leur or, ils vendent leur bitcoin, ils vendent les actifs sûrs et les actifs refuges, au même titre que les actifs autres, parce qu'en fait, ils doivent venir reconstituer leur marge pour ne pas voir leur position être dénouée automatiquement par la banque et potentiellement rater le rebond du lendemain.
Voilà, donc ça c'est quand même un mécanisme qui est le signal d'une vraie panique en bourse et de vraies opportunités. C'est quand il y a un deleverage dans le marché, et c'est là qu'il y a les vraies opportunités, et elles n'arrivent pas souvent. Voilà, c'était mon avis sur la proposition de Guy Spire. 100% d'accord avec lui qu'au quotidien, on ne trouve pas une affaire tous les 4 matins sous un caillou. Mais ça devrait arriver de temps en temps, surtout avec tout ce qui se passe au niveau de l'IA en ce moment, et de l'emprunt, et du fait que le marché est désormais sous pas mal d'effets de levier. Voilà, on verra ce qu'il en est dans quelques années. À très bientôt. Snowball.fr